L'espèce nouvelle, chapitre 2, l'espèce nouvelle. C'était presque un nouvel ashram qui sortait de terre. Au fond, on prend tout, la terre tout entière, et puis on baratte, et tout ce qui est inutile s'en va. Des enfants, une quantité d'enfants de plus en plus. Et à vrai dire, c'était cela qui l'intéressait, beaucoup plus que les disciples pleins de lumières et de yoga et d'expérience, et qui savent tout ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Ils sont fixés, de très bons objets pour mettre dans un musée, mais pas pour faire du travail. Moi, j'avoue que j'aime mieux pour mon travail quelqu'un qui sait très peu, qui n'a pas fait trop d'efforts, mais qui a une grande flamme d'aspiration, une grande bonne volonté, quelque chose de malléable, quelque chose de progressif, qui n'a pas besoin d'être cassé en petits morceaux pour faire des progrès. En fait, c'est évident. La prochaine vie, celle qui doit être le prochain pas de l'évolution, est si radicalement différent de tout ce que nous sommes et pensons et voyons dans nos sommets de lumière bien pensante. Même nos qualités sont si radicalement nulles et presque sans correspondance avec ce qui animera la prochaine espèce, qu'il faut se décider à cultiver autre chose si nous ne voulons pas continuer à appartenir au premier de classe d'une espèce périmée. Personne, pour l'avenir, n'a besoin d'être un athlète de la voltige arboricole et personne non plus n'a besoin d'être un adepte du yoga, entre guillemets, parce que de toute façon ce sera complètement autre chose. Quelles sont les qualités de l'avenir? Voilà qui serait intéressant à déchiffrer. Elle voyait clair, elle voyait loin. Elle avait fondé l'école de l'ashram en 1943 avec 25 élèves. 9 ans plus tard, il y a près de 200 élèves et elle fonde le Centre universitaire international Sri Aurobindo. N'oubliez pas, vous tous qui êtes ici, leur disait-elle, que nous voulons réaliser quelque chose qui n'existe pas encore sur la terre. Ainsi, il est absurde de chercher ailleurs un exemple de ce que nous voulons faire. Au fond, elle essayait de leur inculquer le merveilleux de l'avenir, l'inattendu de l'avenir, l'étrange chose en fabrication dans le creuset évolutif. Oui, l'évolution, ça se fabrique. Fabriquons-la ensemble. Fabriquons un autre être sur la terre. C'est tout de même plus intéressant que de s'apprêter à devenir des assurés sociaux de la 5e dynastie républicaine après le Christ, et on recommence et on recommence. Cette vieille routine de la mort, elle essayait d'abord de l'extirper de la conscience des professeurs, et en somme, elle fabriquait d'abord des professeurs. Les professeurs étaient sur le banc des élèves, et elles levaient toute la patte ensemble dans un étrange mélange jamais vu, où personne n'est professeur et personne n'est élève, et où tout le monde cherche ensemble la formule de l'avenir. Les enfants, dans leur spontanéité sans souci d'un faux avenir à assurer, et les professeurs, dans leur récalcitrance promptement pincés par mère et par les élèves eux-mêmes, jusqu'à ce que, qu'à un quart, un étrange produit se forme. Et d'abord, pas de diplôme, pas d'examen. Déjà, 18 ans avant notre fameuse révolution de 68. Comme elle a dû lutter pour déraciner cette graine-là de la conscience des professeurs. Des diplômes, pourquoi? Pour faire des super pions de l'espèce caduque?
Depuis un siècle environ, le monde humain souffre d'une maladie qui semble se répandre de plus en plus et qui, de nos jours, a atteint sa période la plus aiguë. C'est ce que nous pourrions appeler l'utilitarisme. Les enfants atteints de cette maladie-là ne sont pas à leur place dans le centre d'éducation de l'ashram. Il fallait bien se mettre dans la tête que l'on faisait de l'avenir. C'est amusant, non? Comme elle disait. On invente l'avenir. On l'invente sans se laisser ligoter par les « ce n'est pas possible » et les « c'est possible ». Tout est possible, ne cessait-elle de le répéter. Quand est-ce qu'une chose vous paraît impossible? C'est quand vous essayez de la faire. Si vous n'aviez jamais essayé de la faire, elle ne vous aurait jamais paru impossible. Et comment se fait-il que vous essayez de la faire? C'est qu'elle est quelque part dans votre conscience. Si elle n'était pas dans votre conscience, vous n'auriez pas essayé de la faire. Et de la minute où c'est dans votre conscience, il est de toute évidence que c'est quelque chose que vous réaliserez. C'est seulement ce qui n'est pas dans votre conscience que vous ne pouvez pas réaliser. Simple comme cela? Non. La conscience, c'était le nœud de l'avenir. Le changement de conscience, c'était la clé. Changer de conscience, cela veut dire d'abord faire dégringoler toutes les vieilles impossibilités, ouvrir les portes, ne pas mettre des murs entre soi et les possibilités de l'avenir. Nous mettons constamment des murs. Nous sommes constamment préfabriqués. Cette préfabrication-là, il faudra descendre jusque dans les cellules du corps pour la démolir. Mais en attendant, elle commençait à ouvrir les portes. Ça, le doute, cela durcit la conscience. Ça lui met une carapace de façon à l'empêcher d'être réceptive. C'est comme si vous mettiez un vernis sur quelque chose pour empêcher qu'il y ait un contact. Et en fait, nous sommes constamment dans la pure merveille. Nous baignons dans l'avenir. Il est là, tout plein et débordant, complet. Mais nous n'en touchons et réalisons que ce avec quoi nous sommes capables d'établir le contact. L'Amazonie est là, complète. Le supramental est là, complet. Et tout dépend de ce que nous pouvons toucher. Si nous avions une foi suffisante, nous pourrions être transformés en une seconde. Seulement, il faudrait que cette foi-là aille jusque dans les cellules. Les cellules, ça commence par une pensée ouverte. La première muraille est dans la pensée, une formidable muraille collective, millénaire, soutenue par des millions et des millions d'hommes raisonnables, entre guillemets. Mais enfin, on ne peut pas. Si vous comprenez, leur disait-elle, une fois pour toutes, que l'univers tout entier, ou si vous voulez, notre Terre, pour concentrer le problème, n'est pas autre chose que le divin qui s'est oublié lui-même, où mettez-vous la faiblesse là-dedans? Pas dans le divin, sûrement. Donc, dans l'oubli. Et si vous luttez contre l'oubli, vous luttez contre la faiblesse. Elle leur apprenait d'abord à croire en eux-mêmes.
le changement de conscience, vraiment, cela commence par le déracinage de la vieille forêt autour. Si nous étions purement nous-mêmes, nous serions purement divins. Et c'est vrai, c'est même la clé de l'avenir. Ah, mais, disent les vieux spécimens évolutifs, ils disent « mais », et instantanément, ils s'enfoncent dans la fondrière. Après, ils ont beau jeu de dire « je vous l'avais bien dit ». Il ne faut pas de « mais », il faut du « oui » absolu. Il faut sortir de la vieille fondrière mondiale. Il faut cesser d'être parmi les morts qui se croient vivants et qui traînent seulement les chromosomes du grand-père. Au fond, la seule chose que vous devriez faire avec assiduité, disait-elle au professeur, c'est de leur apprendre à se connaître eux-mêmes et à choisir leur propre destin. Apprendre à se regarder, à se comprendre et à se vouloir. C'est infiniment plus important que de leur apprendre ce qui s'est passé sur la terre autrefois, ou bien même comment la terre est bâtie. Et aux enfants, elle disait, répétait, vous êtes là pour devenir les représentants de la race nouvelle. Tout dépend de votre volonté et de votre sincérité. Si vous voulez ne plus appartenir à l'humanité ordinaire, si vous voulez ne plus être seulement des animaux évolués, si vous voulez devenir des hommes nouveaux réalisant l'idéal supramental de Sri Aurobindo, si vous voulez vivre une vie nouvelle et supérieure sur une terre renouvelée, alors vous trouverez ici toute l'aide nécessaire pour y parvenir. L'humanité n'est pas le dernier échelon de la création terrestre. L'évolution continue et l'homme sera dépassé. C'est à chacun de savoir s'il veut participer à l'aventure de l'espèce nouvelle. Une petite fenêtre d'âme. Oui, mais tout de même, disent les hommes sages. Il faut bien leur apprendre un peu d'histoire et de géographie, et puis de chimie, et puis de trigonométrie pendant qu'on y est, et puis toute la liste, jusqu'à la mort. On commence par un simple, seul, petit, microscopique, tout de même, et on est embobiné jusqu'au cadavre, qui d'ailleurs ne vous appartient pas, c'est la possession légale des experts en certificat d'inhumation. Et il est vrai que Mère leur faisait apprendre de la chimie, avec de superbes laboratoires installés par Pavitra, de la géographie et le reste, mais autrement. Et tout est dans cet autrement. Par n'importe quelle méthode choisie, avait dit Sri Aurobindo. Le supramental se faufilera par tous les moyens, même la trigonométrie. Mais il faut savoir que ce sont des moyens pour autre chose. Il faut, au départ, savoir que c'est simplement une gymnastique, comme d'autres sortes d'haltères, pour former le muscle de la conscience, et que la conscience, c'est le levier. Le mental, c'est simplement un instrument pour triturer la matière, perméer, imprégner cette substance issue de l'inertie mécanique du protoplasme. Nous croyons que c'est pour faire des évangiles de la philosophie ou du marxisme, mais ce sont des passades évolutives, comme la jolie plume de l'oiseau mâle, pour attirer toujours de plus en plus la conscience dans la matière, puisque c'est là le but, la clé cachée, la raison de tout ce mouvement. Et le mental, en effet, est un sérieux harceleur, singulier,
Il ne vous laisse pas une minute en paix. On ne peut pas avoir inventé de meilleurs trucs pour vous empêcher de vous endormir dans la béatitude de l'évolution naturelle. Et si nous avons pris les valences chimiques pour le but et le certificat de l'école normale supérieure, c'est simplement notre erreur d'animaux évolués. Les intentions évolutives sont plus merveilleuses, heureusement. Elle leur enseignait donc autrement. Le soir, après sa partie de tennis, on la voyait arriver au terrain de jeu, toute menue, tranquille, blanche, chaussée de guetta japonaise, avec un long pantalon bouffant serré à la cheville, une camise qui changeait de couleur selon les jours, car les couleurs aussi ont leur sens, avec leur pouvoir particulier et leur centre de conscience, et un serre-tête de mousseline blanche à cause du vent. Mais elle s'était fait couper ses longs cheveux. Et puis une petite cape de soie, l'hiver, entre guillemets, sur ses épaules déjà voûtées. Elle a 73 ans. Ce terrain de jeu, c'était vraiment le centre de son laboratoire particulier. On y faisait de la gymnastique, beaucoup, des agrès, du judo, des asanas hatha yogiques, tout ce que l'on veut, de la boxe et du cheval d'arçon et de que sais-je, des filles en serre-tête blanc et en short, des shorts dans l'Inde en 1950. C'était un scandale d'impudeur. Et des garçons mélangés par groupes colorés. Il y avait le groupe aux shorts rouges, le groupe bleu, le groupe kaki et le vert pour les tout petits, le blanc après 18 ans, le gris et que sais-je. C'était frais, riant, avec une sorte d'atmosphère transparente. Après tout, c'était très amusant de préparer une espèce nouvelle. Et pas de parents. Elle ne voulait pas de parents. Ses parents sont des êtres affreux. Ils vous refourrent tout de suite dans la vieille ronde atavico-culinaire avec toutes les anxiétés autour d'un rhume et les manières. Et il vous arrive des enfants qui sont terriblement bien élevés, tellement polis, tellement bien élevés, qui vous répondent si correctement. Et on a l'impression de petits pantins à moitié vivants qui ont été bien polis, bien brossés, bien astiqués au dehors, mais au dedans, il n'y a pas de réponse. Elle voulait la réponse dedans. Elle voulait un feu dedans. Les degrés d'évolution, elle les connaissait parfaitement par cette réponse-là. Les êtres étaient pour elle toute une gamme de couleurs et de vibrations qui exprimaient, à l'atome près, la qualité de la conscience et son degré d'intensité. Quand on regarde quelqu'un qui est conscient de son âme et qui vit dans son âme, si on regarde cela, l'impression est de descendre, d'entrer profondément, profondément, profondément dans la personne, loin, loin, loin dedans. Alors on a une petite réponse très tranquille, quelque chose qui est très chaud, tranquille, riche de contenu, et très immobile, et très plein, comme une douceur. Ça, c'est l'âme. Et quelquefois, il y a des yeux où l'on n'entre pas. C'est fermé comme une porte, 2 plaques noires. Et aussi, il y a des yeux qui sont ouverts. On entre, et puis on rencontre assez près derrière quelque chose qui vibre là, comme ça, qui brille quelquefois, qui vibre. Et alors, si on se trompe, on dit « Oh, il a une âme vivante ». Ce n'est pas cela, c'est son vital. Le petit tourbillon charmant.
Elle prenait de tout, mais pas les plaques noires. Elle plongeait son regard de diamant mêlé de douceur ou de rire ou de moquerie, descendait là, tout au fond, comme si elle traversait des marécages et des épaisseurs, des couches et des couches de politesses obscures, et elle tirait comme du fond de ce puits une petite flamme d'être pur, quelque chose qui bougeait comme pour la première fois, qui était inconnu, étrange, tendait le cou comme un oisillon, et vous remplissait d'une sorte de vie toute neuve, toute inattendue, et on pouvait danser et rire, ou quelquefois pleurer, comme si tous les vieux murs étaient fracassés, et on se retrouvait le nez au jour du monde à ne pas s'y reconnaître. Et c'était délicieux de ne plus s'y reconnaître dans ce vieux fourbi absurde où l'on avait vécu 10 ans, 20 ans, comme des petits automates bien astiqués. La vieille habitude qui tombait. Une autre respiration, tout d'un coup, la vie avait un sens, un autre sens, et tout était possible. Et quelquefois, les gens s'enfuyaient devant ce regard. Le marécage dedans trouvait cela insupportable. Et c'était tant mieux. C'était le tri automatique. « Dis-moi, nous disait-elle un jour en nous donnant une fleur, ce serait joli si l'on pouvait prendre la conscience des gens comme on prend une fleur, et puis, parce qu'on la regarde et qu'on la tient, et que la vibration est cette vibration d'amour suprême, ça s'ouvre comme ça s'organise, et ça devient magnifique. » Oui, c'est ce que tu fais, répondions-nous. Et elle riait comme une gamine malicieuse. Elle aurait tant voulu que les êtres, tous les êtres, s'ouvrent à la vraie vie, leur vraie vie, celle qui est là, si simple, sans bruit, derrière la couche absurde. La première petite fenêtre sur l'autre évolution, le premier pas de l'espèce nouvelle, un quelque chose qui est là, tout au fond de la matière désencombrée de ses manières humaines. L'évolution, c'est vraiment, toujours, comme un chemin à rebours. On trouve ce qui était toujours là. On désoublie. Je mets seulement en vous la conscience de vérité nécessaire et le reste s'élabore automatiquement. Mère prenait un bouquet de roses fermé, le tenait entre ses mains. La rose s'ouvrait. Elle aurait bien voulu ouvrir la rose du monde. Et par cette petite fenêtre, une autre perception du monde s'ouvrait. Elle est si simple, cette petite fenêtre. Elle est presque toujours ouverte ou prête à s'ouvrir chez les enfants. Alors on colle des lois, des précautions, des anxiétés là-dessus, des médecins de famille et des idées mortelles, des manières mortelles, des tu dois, tu ne dois pas, tu peux, tu ne peux pas, puis on les envoie à l'école pour leur apprendre ce qu'on a bouché derrière la porte, la fausse géographie, la fausse histoire, la fausse loi de la vie. Et tout était là, ouvert, immédiat par la petite fenêtre. Le monde au bout des doigts, la géographie instantanée,
l'histoire partout, la grande histoire, qui coule sans barrières et sans date, et qui fait qu'on comprend toutes les histoires et tous les êtres. Elle leur apprenait la grande histoire le soir après leurs exercices. Elle était assise sous une grande carte de l'Inde sculptée dans le mur, l'Inde une, celle qui n'a jamais été tronquée par les Anglais et les tristes histoires fausses. Il y avait une petite lampe de chevet près d'elle. Elle avait l'air très blanche. On voyait surtout ses yeux qui semblaient si grands sous ce petit serre-tête de tulle tiré bas sur le front. Ils étaient tous assis par terre en demi-cercle autour d'elle, les professeurs et les élèves et les disciples, peut-être 1000 personnes déjà. Elle lisait quelques pages de la synthèse des yogas, peut-être les derniers chapitres de la vie divine, l'homme et l'évolution. La philosophie devenait simple, c'était de l'expérience vécue, c'était ce qu'on voit, ce qu'on touche quand la porte du dedans est ouverte, c'était de l'évolution sous le nez. On voit ça, alors on devient ça. On a ça dedans, alors on est dans ça, partout. On entre partout dans le monde comme chez soi, parce que le monde, c'est chez soi. Mais tout est là, tout est là, toutes les choses dont vous pouvez avoir l'expérience et infiniment d'autres dont vous ne pouvez pas avoir l'expérience. La connaissance qui semble vous venir du dehors est seulement une occasion d'amener à la surface la connaissance qui était au-dedans de vous. Les professeurs n'étaient pas là pour enseigner dans cette école de l'évolution, mais pour renseigner, disait-elle. Il n'y a rien à enseigner. Il y a seulement à tirer dehors ce qui est déjà là. C'est tout. Nous sommes une prodigieuse totalité de connaissances immédiates qui s'est oubliée dans un coin de cerveau. Mais comment ça se touche, cette connaissance immédiate? Un exemple peut-être très simple, banal, tiré de notre expérience personnelle, pourrait faire mieux toucher l'extraordinaire précision physique et même physiologique de cette connaissance immédiate. On nous apporte une photographie un jour d'une personne tout à fait inconnue, vivant à 10 000 kilomètres de là. Nous regardons. Impossible d'expliquer, c'est une totalité de perceptions simultanées qui embrasse tous les niveaux de l'être, toutes ces vibrations, fluctuations, contradictions. Et comment dire cela en langage mental? Notre langue mentale est plate comme une photographie, abstraite, creuse, avec des nez longs et courts, des vertus, des péchés, mais rien de toutes les profondeurs vivantes, fluctuantes, entremêlées, qui font un être. Et comme il était impossible de rien dire mentalement à la personne qui avait apporté la photographie, tout à coup, nous avons été poussés à faire un geste, absurde geste, comme de quelqu'un qui distribue des cartes à une partie de bridge. Mais c'est exactement son tic, c'est ce qu'il fait toujours quand il parle. Et c'est ainsi. On est dans la personne, à 10 000 kilomètres, et non seulement dans sa tête, mais dans son corps, avec ses tics et ses réflexes physiologiques. Une connaissance exacte, à la vibration près, pas toujours agréable. Et tout est là. On est dans le caillou, dans la lune, dans la 6e dynastie égyptienne, ou la fleur qui sourit au bord du chemin, plus agréable. Mais c'était cette totalité de monde qui s'ouvrait, l'avenir, le passé, l'évolution concrète, le merveilleux possible,
le simple présent qui s'illumine tout d'un coup d'une profondeur de sens, comme si toutes les dynasties du monde et les millénaires d'histoire venaient se retrouver et se ressouvenir dans un geste banal et lui donner un sens pour l'avenir de la Terre. C'était comme de grandes portes qui s'ouvraient dans les consciences. Ces paroles portaient l'expérience, donnaient l'expérience. On voyait, on touchait avec elles, le monde devenait une unité concrète, un livre ouvert. Et c'était comme cela. Les petits bonshommes fondaient. On commençait à être partout à la fois, à sentir dans tout, à percevoir en tout, à vivre avec tout ce qui vit là-bas, tout près, partout. C'était simple, c'était un. Tu ne peux comprendre et connaître quelque chose que parce que c'est en toi d'une façon quelconque ou tu es en cela. Les petits sacs de peau numérotés et baptisés, c'était simplement pour empêcher de se fondre comme de la soupe ensemble, une sorte de truc évolutif pour faire des individus, mais là derrière ou dedans, c'était la grande conscience qui coulait, sans porte, sans barrière, sans loi. Et si on attrapait cette loi-là, alors tout devenait possible. Alors on était déjà dans la prochaine évolution. On entrait dans l'espèce nouvelle à la grande conscience ronde et une, comme un soleil. S'il en était répandu en toutes choses, si toutes les vibrations qui viennent ou qui s'en vont exprimaient le besoin de se fondre en tout, de s'élargir, de croître, non pas en restant dans ses limites, mais en sortant des limites, et finalement de s'identifier au tout, on n'aurait plus rien à perdre, parce qu'on aurait tout. Seulement, on ne sait pas. Et alors, comme on ne sait pas, on ne peut pas. On essaie de prendre, d'accumuler, accumuler, accumuler, mais c'est impossible, on ne peut pas accumuler. Il faut s'identifier. Et alors, le petit peu qu'on a, on veut le récupérer. On donne une bonne pensée, on s'attend à une reconnaissance. On donne un petit peu de son affection, on s'attend à ce qu'on vous en donne. Parce qu'on n'a pas la capacité d'être la bonne pensée en tout, on n'a pas la capacité d'être l'affection, la tendresse en tout. On a le sens d'être comme cela, tout coupé et limité. Et on a peur de perdre tout. On a peur de perdre ce que l'on a parce qu'on serait amoindri. Tandis que si l'on est capable de s'identifier, on n'a plus besoin de tirer. Plus on se répand, plus on a. Plus on s'identifie, plus on devient. Et alors, au lieu de prendre, on donne. Et plus on donne, plus on grandit. Elle leur apprenait l'unité vraie du monde, pas celle qui écrase et nivelle dans l'union des masses, celle qui embrasse et entre dedans et qui respecte l'infinie complexité des éléments
parce qu'elle est tout ce qui bouge, qui sent, qui vit, et étant tout, connaît le besoin vrai de chaque chose et le mouvement juste de chaque instant. Elle leur faisait toucher la spontanéité de la grande conscience exacte. Pas de plan, pas de prévision qui rate toujours, mais l'union avec la grande coulée qui vous fait faire à chaque instant le geste qu'il faut. Et l'ashram tout entier poussé comme cela, sans plan, sans prévision, dans une sorte de croissance spontanée. On aurait dit qu'une autre loi fonctionnait là. Une clé directe qui n'a pas besoin d'une science compliquée pour s'exprimer. S'ils avaient été suffisamment longtemps purs, ces enfants, nous aurions peut-être aujourd'hui un lieu du monde bien étrange, comme un échantillon de la prochaine manière d'être sur la terre. Mais le reste du monde l'aurait-il toléré? L'unité joue dans tous les sens. Le reste du monde, il était là aussi, dans les cellules de ces enfants. Il fallait quelque chose de plus radical que quelques consciences élargies. Il fallait descendre dans les cellules du monde pour changer les choses à la racine. Il fallait trouver la clé directe là. Une question d'attitude. Et ils posaient des questions, ces enfants. 1000 questions, chaotiques, mais toujours en français. Elle voulait que tout le monde parle français et elle ne répondait qu'en français. Aux jeunes Indiens se mêlaient maintenant des échantillons d'un peu tous les pays. C'était vraiment le laboratoire du monde. C'était les classes du mercredi, l'époque des entretiens qui allait durer 8 ans jusqu'en 1958. Elle faisait couler comme de l'eau de roche dans un langage si simple pour les enfants toute la connaissance occulte que l'on gardait soigneusement autrefois pour les collèges initiatiques. Ces simples classes, c'est la plus formidable des occultations qu'on ait jamais opérées dans l'histoire. Elle ne voulait rien d'occulte. Elle voulait que tous les secrets soient dits. Elle voulait que ce soit tout là, tout naturel, sans embarras. Et que l'on vive ce que l'on disait. C'était le Veda vivant. Il n'y a rien de plus simple que la vérité. Elle est transparente comme l'air. Nous la respirons à chaque instant. C'est la merveille sans truc. Il faut beaucoup de trucage pour que nous commencions à comprendre. C'est curieux. Mais alors, à quoi sert le mental? Demandaient les plus rationnels. Pourquoi allons-nous à l'école? Pourquoi prendre tout tant de peine à nous faire étudier si le mental doit être dépassé? Et en effet, quand on commence à sortir de la bouillie mentale, comme disait Mère, quand ça s'éclaircit un peu au-dessus et tout autour, on commence à vivre dans un émerveillement toujours renouvelé, jusque dans le moindre détail renouvelé, de connaissances qu'on ne savait pas avoir, de précisions indispensables, de distances abolies, comme si quelqu'un ou quelque chose se souciait, mais vraiment se souciait, de vous faire connaître tout ce qui est nécessaire et dans les détails les plus inattendus, et vous faire connaître non seulement mentalement, mais concrètement, dans la vie, par des sortes de réponses vivantes, de microscopiques scènes banales, où l'exemple de toute une tranche du monde vous est donné avec un sourire un peu humoristique, comme si la vie entière, dans cet éclairci mental,
venait vous donner la réponse. Tout répond. C'est une étrange complicité entre soi et les 1000 choses qu'on croise, comme si tout ça vivait d'une vie unique et se reconnaissait et se faisait des petits signes. Tu vois, c'est comme ça, sans en avoir l'air, sans embarras. La vie une. Sri Aurobindo, quand on lui demandait comment il avait pu écrire tant de livres simultanément, 5 livres, 6 livres, répondait « J'aurais pu écrire 7 numéros de l'Aria tous les mois pendant 70 ans, et la connaissance qui venait d'en haut n'aurait guère été épuisée. » Et c'est vraiment comme cela. On est dans un déluge de connaissances infinies pour laquelle il n'y a pas de détails. Tout compte totalement, absolument, et tout se tient. Et il n'y a pas une pensée là-dedans, sauf quand on veut faire des discours ou écrire un livre, par exemple. Et les 1000 fils insaisissables, simultanés, inattrapables pour le mental qui marche pas à pas comme un âne sur le chemin, sont attrapés par une super pensée exacte qui arrange d'un coup d'œil tout le tableau et vous fait traverser une forêt vierge aux millions de branches directement. Et tout est contenu là-dedans, dans un ordre impensable pour le mental, avec une super cohérence translucide, puissante. En vérité, il n'est rien de ce que le mental fait qui ne puisse se faire, et mieux, dans l'immobilité mentale et une tranquillité sans pensée. Mais alors, pourquoi continuer la vieille ronde mentale si ce prochain stade évolutif tellement plus léger sautera par-dessus? C'est évident, expliquait Meyer. Si nous avons un instrument avec 3 notes seulement et un piano avec 88 ou même un orchestre de 300 musiciens, la musique sera peut-être la même, mais la richesse d'expression ou de traduction plutôt sera incomparable. On fabrique des notes, leur disait-elle, pour que l'autre conscience puisse se servir d'un clavier complet. Le mental a commencé à sombrer dans la dégénérescence quand il a fait comme Franz Liszt des arpèges incroyables pour rien d'autre qu'un piano à queue. Et c'est là où l'école du nouveau monde, pourrions-nous dire, ou l'école de la prochaine évolution, fait un imperceptible détour. Imperceptible pour tout le monde, le yoga de Sri Aurobindo est le yoga invisible par excellence, comme l'air qu'on respire, comme la vérité peut-être. On peut faire ce qu'on a l'habitude de faire, mais le faire avec une attitude tout à fait différente. Cette simple petite phrase contient un formidable pouvoir. Si seulement nous savions. Des années plus tard, Mère nous a dit, alors qu'elle était en plein dans ce redoutable yoga du corps, qui est vraiment comme une lutte avec la mort et une bataille contre des lois physiologiques millénaires. L'attitude juste, c'est la clé véritable de tout le problème de la transformation. Elle avait dit la même chose 30 ans plus tôt. Aussi simple que cela. Mais c'est peut-être le mystère le plus profond que nous aurons à sonder. On fait tout pareil,
les mathématiques, de la boxe ou Shakespeare et se brosser les dents, mais avec une autre attitude. Et cette attitude a le pouvoir de changer les circonstances. Des circonstances identiques avec des résultats totalement différents. On traverse une épidémie de grippe ou une page de mathématiques ou la rue même sous notre nez, et ce sont comme deux mondes si totalement différents que dans un cas, on saute des années de vie et de conscience comprimées en une seconde, et dans l'autre, on tourne la ronde des morts ou on attrape la grippe. Tout change. Les lois changent. Ce sont vraiment comme deux mondes l'un dans l'autre, avec seulement une petite différence intérieure d'attitude. Dans un cas, on est branché sur la vieille vie comme d'habitude, c'est-à-dire la vieille mort comme d'habitude, et dans l'autre cas, on est branché sur quelque chose, la prochaine conscience, la prochaine vie, la prochaine découverte évolutive. Ce quelque chose d'incompréhensible qui sera notre stade post-humain et qu'il faut fabriquer, ça ne va pas tomber du ciel tout seul. Le fabriquer, cela veut dire l'appeler. Et c'est comme une incantation de l'avenir. Et cet appel le force à être, on dirait même que ça le fait naître sous les pas. C'est comme un aimant qui attire de partout l'occasion de faire le progrès. Un aimant pour capter le prochain mode d'être sur la terre. Dans le temps, dans l'ancien temps, les candidats, on leur disait « Maintenant, préparez-vous. On va vous faire passer par des épreuves terribles. On vous enfermera dans un cercueil. On vous mettra en présence des dangers terribles. Mais ce sont des épreuves pour voir si vous avez les qualités requises. Mais ce n'est plus la méthode. On ne fait plus comme cela. C'est la vie elle-même, les circonstances de chaque jour qui sont les épreuves par lesquelles il faut que vous passiez. Nous sommes dans l'épreuve évolutive. Le mental est simplement une zone immobile de transmission. Et dans ce silence, derrière tout, partout, chaque geste, chaque rencontre, on promène cette espèce d'antenne tendue vers quoi? L'avenir, la chose, ce qu'il faut devenir, ça qu'il faut tirer de notre corps comme un jour le singe a tiré un homme. Mais si l'on avait dit au singe supérieur, vous savez, il faut s'asseoir 5 minutes sous un arbre et regarder rien, ou simplement la pousse qui sort, il aurait trouvé que c'était une idiotie inutile. Il n'aurait rien compris à la différence d'attitude. Mère, demandait un enfant un peu réfléchi, quand le mental est descendu dans l'atmosphère terrestre, le singe n'avait pas fait d'effort pour se convertir en homme, n'est-ce pas? C'est la nature qui a fourni l'effort. Mais maintenant, et mère de répondre instantanément, mais ce n'est pas l'homme qui va se convertir en surhomme. Non, disait l'enfant la bouche ouverte. Essaie un peu, répondait mère au milieu des rires du terrain de jeu. C'est cela, n'est-ce pas? C'est quelque chose d'autre qui va travailler. Seulement, oui, il y a un seulement. Je ne veux pas être cruel.
Maintenant, l'homme peut collaborer, c'est-à-dire qu'il peut se prêter au processus de bonne volonté, avec aspiration et aider de son mieux. Et c'est pour cela que j'ai dit que cela ira plus vite. J'espère que cela ira beaucoup plus vite. C'était en 1956. Le mental ne va pas fabriquer ce qui le dépasse, c'est évident. Pas plus que le trapèze des singes ne fabriquait l'homme mental. Mais les erreurs des singes, quelquefois, préparaient la réflexion d'un homme. La branche manquée, dans le cas de l'homme, c'est l'habituel support mental qu'on appelle à chaque instant à la rescousse du moindre geste, de la moindre circonstance. Tout est une branche. Quand on lâche la branche mentale, c'est le vide d'abord, le trou, un rien qui fait très peur, et où l'on a peur, peut-être, de perdre tous ses esprits. C'est le vide qui appelle l'autre chose. Pour que l'autre chose puisse entrer, il faut que la place soit débouchée. Et on s'aperçoit, avec étonnement, puis amusement, puis comme un émerveillement grandissant, que ça répond. Ça répond de tous les côtés. Ça se met à grouiller partout, sous les pas, sous les yeux, dans les rencontres, les gestes, ça afflue de toutes parts. C'est inattendu, c'est imprévisible, on passerait à côté sans s'en apercevoir, et puis ça signifie, tout signifie. Vraiment, comme si l'autre vie attendait seulement qu'on se désencombre de la vieille pour affleurer. C'est cela, n'est-ce pas, disait-elle. C'est quelque chose d'autre qui va travailler. On n'a pas besoin de faire le surhomme. Il faut le laisser faire. Nous nous trompons toujours. Nous grandissons dans un monde où tout est déjà. C'est l'avenir qui force nos pas, l'avenir sous nos pas. Selon l'attitude, la vieille façon de voir ou la nouvelle, la vieille habitude d'être ou l'inhabituel. Ce sont les millénaires d'habitude qui voilent un toujours là radieux. La cage évolutive qui a formé, façonné, taillé tous ces petits moi oublieux et séparés, nécessairement séparés pour prendre conscience d'eux-mêmes. Il arrive un moment où elle doit casser pour prendre conscience de la grande conscience et reproduire la conscience totale dans un point. Nous sommes à ce moment-là. L'homme peut collaborer. Nous traversons une Amazonie toujours existante pour nous apercevoir au bout que c'est l'Amazonie. Alors, le regard vire, c'est pareil et tout est clair. Le monde entier est dans la même forêt magique. La chenille aussi. Peut-être faut-il que tout le monde s'aperçoive de la merveille pour qu'elle soit. Un formidable changement de regard, une autre manière d'être au monde, au même monde. C'est peut-être cela, le surhomme.